La guerre de Corée, qui s'est déroulée au début des années 50, fut une des guerres les plus meurtrières de l'histoire, causant plus de 3 millions de civils tués. Au lendemain de cette guerre, de nombreux enfants se sont retrouvés orphelins, et c'est à ce moment-là que le gouvernement sud-coréen a mis en place et même encouragé l'adoption auprès de l'Occident. Entre 1958 et 2020, plus de 160 000 enfants adoptés coréens ont été envoyés dans le monde, dont 11 000 en France, qui en fait le deuxième pays dans le monde après les États-Unis. Dans cette série de vidéos, vous allez découvrir l'histoire de 6 Coréens qui ont été adoptés par des Français et qui aujourd'hui ont fait le choix de vivre dans leur pays d'origine. Moi, je m'appelle Philippe. Maintenant, ça va faire 23 ans que je suis en Corée. Je travaille pour les adoptés. En fait, je fais partie des personnes qui aident tous les adoptés dans le monde entier, coréens, bien sûr, à retrouver leurs origines, leur famille biologique, à s'intégrer, à comprendre leurs origines. Et s'ils viennent en Corée, les aider à s'installer et à les aider au point de vue administratif, visa, etc., etc. Je m'appelle Céline, je vais avoir 40 ans cette année. Et puis, je suis revenue m'installer en Corée en 2009. Actuellement, je travaille dans une entreprise coréenne et je m'occupe des ventes internationales c'est du matériel de transmission de données et d'alimentation pour des équipements de surveillance, donc la CCTV. Alors moi c'est Franck, j'ai 38 ans. Je suis revenu vivre en Corée en 2005. Bon, j'ai fait quelques breaks en France, mais voilà, ça fait presque 17 ou 18 ans maintenant que je vis en Corée du Sud. Donc moi c'est Claire, je me suis mariée en France avec un Coréen et après le mariage on est venu vivre en Corée, donc ça fait plus de 4 ans qu'on vit vraiment en Corée. En Corée, je donne des cours de français. Je m'appelle Pierre Fresneau, je suis actuellement entrepreneur en fait en Corée du Sud sur Séoul. Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 35 ans et j'ai vécu en Corée de 2015 à 2019 où j'ai été chargée des ventes internationales pour une entreprise de mode coréenne. Et en parallèle, le week-end, j'étais personal shopper pour les touristes qui étaient en visite à Séoul. Moi, je crois que j'ai eu une enfance, une adolescence très, très normale, très française. J'ai eu la chance de ne pas souffrir de racisme ou de choses comme ça. Moi, j'ai pas vécu dans une grande ville, c'est une petite ville, donc il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques. Moi, c'est quelque chose, par contre, que j'ai toujours refusé au début, parce que je voulais pas m'associer avec d'autres Asiatiques. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça arrive à beaucoup d'adoptés qui se mettent peut-être des barrières, on ne sait pas pourquoi. Au fil du temps, ça s'est amélioré. Jusqu'à la fin du collège, début du lycée, j'ai jamais eu de soucis, j'ai vécu une très belle enfance, on était à 300 mètres de la mer, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Plutôt bien. Moi je dirais que j'ai eu de la chance, j'ai vraiment une belle enfance, une famille super, une famille française super. Pour moi, j'étais pas du tout asiatique ni coréenne, en fait, je me considérais vraiment comme une blanche. Pas comme mes parents en fait. Moi je suis parisien déjà, il faut savoir, parce que les Parisiens c'est un peu différent. Et j'étais dans un quartier où il y avait pas trop d'Asiatiques encore, parce que j'étais dans le 20e. Mes fréquentations c'était presque que des blancs. J'ai une anecdote assez marrante, c'est que quand j'ai eu des amis asiatiques, comme j'avais pas l'habitude, on était je crois 6. Sur les 6, il y avait 4 Asiatiques, moi et un ami blanc. Et je dis à mon ami blanc, tu trouves pas qu'on fait tâche? Je dis ça, et tout d'un coup, lui, il me regarde en me disant « Hein ?» et je me regarde, je réfléchis une seconde, je fais « Ah, non, j'ai rien dit. » C'est pas que je reniais mon type asiatique, c'est que comme j'ai toujours vécu, mes parents sont blancs, mes amis étaient blancs, j'ai jamais en fait tilté de mon apparence vraiment, jusqu'à vraiment je rencontre des Asiatiques et d'autres adoptés. Et c'est pour ça, mais je l'ai jamais mal vécu en fait. Par rapport à mon faciès, par rapport à mes origines, non, j'ai jamais fait de crise identitaire. Dans ma tête, j'ai toujours été un Français, de faciès asiatique, mais toujours français. Et ça restera comme ça, même si j'ai appris la langue, même si j'ai appris la culture, j'ai tout appris, je vis dans le pays. Voilà. Mais j'ai jamais de problème, enfin, j'ai jamais eu cette crise identitaire. Je dirais pas vraiment. Je sais que je suis adoptée, je sais que je suis d'origine coréenne, mais j'ai jamais voulu être
coréenne, puisque de toute façon, j'ai pas eu l'éducation coréenne, j'ai pas grandi en Corée. Oui, je dirais que c'est à l'adolescence et plus particulièrement à 18 ans où là j'ai commencé à vraiment me demander mais en fait qui je suis. C'est vrai qu'à l'extérieur je voyais bien que j'étais différente en tout cas de mes parents, de ma famille et puis de ceux, des amis, etc. Et après, à l'intérieur, pour moi, de toute façon, ça a toujours été clair. Je suis française. Voilà, j'ai la nationalité française. Je me posais pas plus de questions que ça. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, les remarques que j'ai pu recevoir à ce moment-là, plus les questions qu'on me posait, du genre mais tu viens d'où? Alors moi, je disais de France. Et en fait, pour les gens, c'était mais non, mais ce que je veux dire, c'est tu viens d'où exactement? Et en fait, tu te retrouves à te demander qu'est-ce que je dois répondre parce que moi, j'ai toujours vécu en France. Donc en fait, pour moi, je venais de France. Et c'est vrai que ça m'a mis face à une situation où en fait, j'étais un peu perdue. Je me disais, mais du coup, oui, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Je dirais pas que j'ai eu une crise dans le sens vraiment où je dis qui je suis française, je suis coréenne. Mais petit à petit, en apprenant des choses sur la Corée, on va dire que j'ai assimilé certains traits. Tout ça sans pouvoir dire vraiment que je suis coréenne ou je suis française. Je pense être un peu les deux. Les gens ont commencé à me poser des questions et pour moi c'était un peu un choc parce que j'avais pas eu vraiment de réelle confrontation en fait avec mon identité et surtout en fait je m'étais jamais vu en tant qu'asiatique. Les gens me demandaient en fait de quelle origine j'étais et la première réaction était de me demander en fait si j'étais chinois ou si j'étais viet parce qu'il y avait des Vietnamiens. La deuxième question c'est de savoir si je parlais ma langue natale, sauf que ma langue natale en fait c'est le français. Donc pour moi c'était bizarre. Et j'avais du mal en fait à intégrer, à comprendre en fait pourquoi ils me posaient ce genre de questions parce que jusqu'à présent en fait pour moi c'était normal de parler le patois charentais, voilà. C'était un peu avant mes 30 ans. Je me disais oui, il faut que tu essayes d'avoir cette chance de rencontrer tes origines, de savoir où tu viens, de comprendre aussi pourquoi tu as été abandonné, des choses comme ça. Ça peut être très difficile de retrouver ses parents d'origine. Donc j'ai essayé de pas trop me faire des films ou pas trop d'attentes. Et je me suis dit en fait, si j'ai la chance rien que de les voir, une fois, déjà je serais contente. En fait c'est comme si... dans ta vie, il y a une pièce manquante dans ton histoire et tu sais pas comment la chercher, tu sais pas comment la trouver. Et du coup, oui, c'était un besoin profond, oui, un besoin profond qui va te permettre d'avancer en fait. Si tu arrives à rencontrer tes origines, etc., oui, ça va te permettre d'être plus épanoui ou d'avancer, d'évoluer dans ta vie en fait. J'en ai tout de suite parlé à ma mère et en fait, ça s'est bien passé. En fait, et j'avais aussi besoin de pas son OK, mais j'avais besoin de son soutien en fait dans cette démarche. Ouais. Ça lui a fait bizarre au début, de pourquoi je voulais chercher et de peur que je la considère moins ou plus comme ma mère, alors que ma mère, c'est vraiment ma mère, c'est ma mère quoi. La mère française, c'est ma mère. Ma démarche, en fait, était que je ne pouvais pas, en fait, chercher mes parents et éventuellement, si je les trouvais, avoir une discussion sérieuse avec eux, si je ne comprenais pas, en fait, le contexte. Que si on prend juste le phénomène de l'abandon, la question de pourquoi ma mère m'a abandonné ou pourquoi mes parents ne m'ont pas gardé, etc., etc., ou même la question que beaucoup d'adoptés se posent, de savoir si j'avais pas été adopté, qu'est-ce que je serais devenu en Corée, etc. Mais en fait, on peut pas répondre à ce genre de questions s'il n'y a pas de contexte. Et pour avoir le contexte, en fait, il faut comprendre la culture. Or, le premier voyage que j'ai fait en Corée, qui était durant mon stage, je me suis aperçu en fait que je comprenais rien en fait à la Corée immédiatement. Pour moi, c'était un pays qui était différent. Donc, je pensais en fait comme un Français, je voyais comme un Français.
Et j'avais pas de recul en fait suffisant. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah ben peut-être tu devrais faire des recherches, etc. Mais je me suis dit en fait si je fais des recherches maintenant, si j'obtiens des résultats et si par exemple je peux rencontrer mes parents, ça va pas bien se passer parce que j'ai pas de prise de recul, j'ai pas de maturité et il y a un risque en fait, c'est de tout gâcher. Alors, donc j'ai décidé en fait d'entamer les recherches pour les retrouver lors de mon premier voyage en Corée, donc c'était en 2013. La raison, c'était plus de la curiosité et ça reste même aujourd'hui, enfin de la pure curiosité. Je sais qui sont mes parents, qui m'a élevée, donc j'ai aucun souci avec ça. C'est vraiment plus pour voir à qui je ressemble. J'ai entamé cette démarche de recherche plutôt par curiosité. On parle de recherche en général, tu parles surtout de recherche de ta mère. Moi, dans mon cas, ma mère était mère célibataire, elle était très jeune. Je crois qu'elle n'avait même pas fini l'école. Donc moi, j'avais envie plutôt de savoir un peu ce qu'elle était devenue et si retrouvailles il devait y avoir. Lui dire, bon, moi j'ai bien grandi. Moi, j'ai eu la chance, on va dire aussi, d'avoir une famille super en France, hein, ça s'est très bien passé, ça se passe encore très bien. Je suis revenu deux, trois fois en fait, durant l'été, durant les vacances d'été pour faire du volontariat. Et un été en fait, je me suis dit bah peut-être je peux commencer en fait les démarches. Donc j'ai fait les démarches auprès de la Holt, qui n'a rien trouvé. Et puis j'avais une amie adoptée qui m'avait dit peut-être tu devrais demander. Il y a certains policiers en fait qui font ce travail de recherche en fait. Donc il avait retrouvé la trace de mes parents, mais mes parents, pour des raisons en fait qui leur sont propres, n'ont pas accepté en fait de me rencontrer. Ils m'ont dit en fait pourquoi ils voulaient pas me rencontrer et avec le contexte en fait j'ai compris que bah, c'était très compliqué en fait pour eux. Ils n'étaient pas ensemble et que leur situation en fait de chacun et d'autre était particulière et donc c'était pas une bonne chose pour eux et donc au final je les ai pas rencontrés. J'ai contacté Philippe, donc là c'est quand je suis venue vivre en Corée, donc en 2015. À cette époque, Philippe il travaillait pour la CAS, donc la Korea Adoption Services. Il a retrouvé ma mère. Donc il sait qui c'est, mais par contre, en fait, elle a nié elle a nié le fait d'avoir eu un enfant à cette époque. Donc, tant qu'elle nie et tant qu'elle refuse de me rencontrer, en fait, je peux pas savoir qui c'est et ni la voir. Tant qu'il n'a pas son accord, il peut pas me dire qui c'est, où elle est. Honnêtement, je respecte totalement le fait qu'elle nie ou qu'elle refuse de me voir parce qu'en fait il faut savoir qu'en Corée les parents biologiques qui ont donc abandonné un enfant refont leur vie. Ils parlent pas du tout de ce moment-là de leur vie à leur nouvelle famille, donc en fait je comprends que ça viendrait totalement mettre un peu le chaos dans la famille, surtout qu'en Corée la famille c'est quand même très important, donc je respecte totalement ça et je le vis très bien, parce que comme je te dis, je sais qui sont mes parents. C'est vraiment de la curiosité. D'abord, je voulais apprendre le coréen. C'était pas du tout en rapport à ma recherche biologique. C'était parce que, en fait, quand j'étais venu pour la première fois en Corée en tant que voyage, quoi, je suis complètement tombé amoureux de la Corée. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais apprendre le coréen. Et en apprenant le coréen, je me suis dit, oui, si je trouve ma famille biologique, j'aimerais pouvoir parler et tout ça. Donc, je me suis vraiment mis beaucoup au coréen. Quand j'ai commencé un peu à parler le coréen, j'ai décidé de faire mes recherches biologiques. Malheureusement, je fais partie des enfants qu'on a trouvés dans la rue. C'est pour ça que moi, j'ai aucune information. Donc, en fait, j'ai travaillé pour la télé. Et comme j'étais reporter, au bout de 2 ans de télé, mon producteur m'a dit « Oui, je sais que tu es adopté. Est-ce que ça t'intéresserait de chercher tes origines par une émission ?» et tout ça. Et donc, j'ai fait « Oui, pourquoi pas ?» Et malgré que j'ai eu une émission presque d'1 heure que pour moi sur ma recherche d'origine, ça n'a rien donné, malgré que j'ai eu pas mal de personnes qui ont fait « Ouais, c'est peut-être mon enfant, c'est peut-être mon frère, ou c'est peut-être… » Mais on a fait des tests ADN et il n'y a rien qu'à matcher. Mais c'était une expérience très intéressante, très dure de temps en temps. J'avais beaucoup d'angoisse dans certains moments, parce que surtout quand la personne ressemble. Tu sais, tu te dis, il y a une personne qui dit « Oui, c'est peut-être mon frère, c'est peut-être ma soeur, quelqu'un de ma famille et tout ça. »
et tu le regardes, tu fais « Ah oui, c'est vrai, putain, il me ressemble et tout. » Et en fait, quand ça arrive non, tu fais « Waouh !» Ça fait quelque chose quand même. Hein. Mais une mère qui est venue en disant « Oui, c'est peut-être mon fils et tout ça. » Et moi, je la regarde et je fais « Wow, c'était mon portrait craché, mais en femme. » Mais vraiment moi, quand, mais en femme. Et j'ai fait « Oh !» La sensation dans ma tête, c'était... j'ai jamais été aussi stressé pour... quand j'ai reçu le résultat des tests ADN, c'était négatif. Et pareil, même quand c'était négatif, j'ai fait, dans ma tête, c'était ouf, parce que, hein, et après, c'était, ah, c'est dommage, parce qu'en fait, elle me ressemblait, tout ça. C'était vraiment très, très confus dans ma tête. C'était une sensation que j'aimerais pas revivre, en tout cas. Au bout de, j'ai fait quand même mes recherches pendant presque 3-4 ans, quoi. Donc, en fait, j'ai abandonné, parce que maintenant, je suis arrivé à un stade où je me dis, il y a que 3 solutions, pourquoi j'ai pas de résultat. Bah, première, ils sont décédés. Deuxième, ils m'ont jamais vu. Ils ont jamais entendu parler de mes recherches, ce qui m'étonnerait parce que j'ai fait 8 ans de télé. Si c'est une personne qui recherche un enfant, c'est pas possible qu'il m'ait pas vu. Et le troisième truc, c'est qu'ils veulent pas. C'est tout, ils veulent pas. J'avais pas ce besoin en fait de rechercher ma famille biologique au début. En revanche, en rapprenant la culture coréenne, en rapprenant la langue, c'est des choses qui se sont peut-être un petit peu accumulées en moi. Et cette envie en fait de démarrer des recherches en fait, ça s'est fait assez rapidement. Donc j'ai essayé d'entreprendre des recherches. Bon, malheureusement, j'avais pas beaucoup d'infos dans mon dossier. Je suis passé par des émissions télévisées. Voilà, pour essayer de retrouver plus ma mère biologique en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais mon père biologique ne m'a jamais vraiment titillé. J'ai pas ce besoin en fait de retrouver cette personne, bizarrement. Par contre, celle qui m'a mis au monde, évidemment, c'est quelque chose peut-être de plus compréhensif. Je suis passé donc dans une émission qui s'appelle Hachimadan, qui est l'équivalent à l'époque de Perdu de vue pour ceux qui connaissent. Donc j'avais fait cette émission et après cette émission, donc la chaîne KBS me rappelle en me disant qu'une personne se dit être ma mère biologique. Évidemment, on a fait des tests ADN, ça s'est avéré négatif. C'est vrai que psychologiquement, c'est quand même assez dur. Hein. Mais je t'avouerai que bon, voilà, tu prends quand même un gros coup sur la tête. C'est quelqu'un qui se dit être ta maman et au final, il n'y a rien, quoi. Au fond de moi, je pense que je n'abandonnerai jamais. Donc s'il y a une occasion, une opportunité encore qui se présente, pourquoi pas. Mais je ne fais plus les recherches. Non. J'ai décidé pour l'instant de ne plus m'investir là-dedans. Puis bon, avec l'âge, c'est des choses qui peuvent être de plus en plus compliquées. Alors j'ai rencontré ma mère biologique, ma mère coréenne. C'était une belle rencontre. Il y avait donc Franck qui faisait l'interprète. Il y avait aussi quand même la barrière de la langue, même si je pouvais parler un petit peu. Enfin, on était tous très, très émus, on a beaucoup pleuré, etc. Mais on a rigolé, enfin, c'était spécial. Le lendemain ou quelques jours plus tard, je sais plus, on a pu passer en fait la journée ensemble. Donc sans l'interprète, sans Franck, etc. Et c'était bien, ouais, c'était marrant. On a mangé ensemble, on s'est baladé, il faisait chaud, on a mangé une glace, on s'est offert des petits cadeaux. C'était plus le moment où on a pleuré, c'était juste, on essayait de passer du temps, ensemble. On a gardé contact par Kakao, mais même si je suis installée en Corée, on ne peut pas se rencontrer en fait, parce que c'est secret, de son côté, bien sûr, pas du mien. Ouais. Alors au final, j'ai retrouvé ma mère, donc ça a pris 8 ans. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Hein. J'ai eu la chance de commencer ma recherche avant 2012, parce qu'en 2012, il y a eu une nouvelle loi qui était nécessaire. C'était pas très légiféré jusqu'à présent, les recherches. Mais ça avait ses avantages, parce que la loi actuelle ne te permet de chercher que tes parents. Tu peux avoir des tantes, tu peux avoir des cousins, des frères et sœurs, des grands-parents, t'as pas le droit de les chercher. Donc moi, j'ai eu un contact, le numéro de téléphone, c'était pas ma mère, c'était une tante. Enfin, ça s'est pas fait en 2005 quand ils ont trouvé le numéro de téléphone. Mais bon, c'est inscrit dans ton dossier. Donc moi, ce que je faisais de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que c'est possible de réessayer par-ci par-là? Mais au final, en 2013, en réessayant,
Le contact est passé. La tante a redonné le contact de ma mère biologique, qui cette fois-ci a accepté de me rencontrer. Les premières fois où je l'ai vue, elle venait sur Séoul, ça se faisait en secret. Elle l'avait pas dit à son mari c'est pas mon père. Puis un jour, je reçois un message. Il dit, bon, je l'ai dit à mon mari, tu peux venir nous voir. Son mari est très, très sympa, hein. Et comme ça, une fois, 2 fois par an, enfin ça dépend comment je travaille. Puis à un moment donné, il y a quelques années, elle a commencé à m'engueuler. Quand même, il faudrait que tu perdes du poids, il faudrait que tu te maries. Ouais. D'accord, c'est parti. Et elle me l'a dit, hein. Bon, maintenant qu'on se connaît depuis un peu plus longtemps, on est un peu plus à l'aise, enfin, sous-entendu, je suis un peu plus à l'aise, je peux faire comme si tu étais ma fille qui avait toujours été là, et voilà. Et donc, elle me traite un petit peu plus comme à la coréenne, si on veut, mais enfin, de son point de vue à elle, ça part d'un bon sentiment. C'est pour ta santé. Il faut te marier. Mais donc, ça veut dire que ça évolue plutôt de façon positive. Et après, il y a des petits hicks en cours de chemin. L'année où je l'ai rencontrée, elle me dit, tiens, j'ai un neveu qui se marie. Elle me dit, est-ce que tu veux venir au mariage? Moi, je dis, t'as le temps, viens avec ta sœur. Je suis allée. Sauf qu'elle avait dit à personne que je venais. Et je me suis retrouvée à la table après le mariage avec son frère, des gens. Tout d'un coup, il dit, mais qui êtes-vous? Et je ne savais pas ce qu'elle leur avait dit. J'ai fait, qu'est-ce que je réponds? J'ai dit, bah, demandez-lui. Je savais pas quoi dire. Parce que tu vois, tu lui dis, bon, je suis sa fille, bon, gros scandale. Tu vois, c'est des choses auxquelles ils pensent pas. Alors, c'est pas embarrassant pour moi dans le sens où moi je m'en fiche, hein, mais c'est plutôt pour eux parce que quand tu habites en Corée pendant un certain temps, tu te rends compte de plus en plus que le paraître, l'apparence, la hiérarchie, tout ça, c'est super important. Tu sais jamais trop dans quel sens ça peut les affecter. C'est très facile. Tous les adoptés du monde entier, adoptés coréens, pour pouvoir faire leurs recherches biologiques, ils ont juste besoin de contacter leur agence d'adoption coréenne. C'est-à-dire, il y a la Holt, il y a le KSS, il y a le SWS. Pour les Français, les premières demandes peuvent être faites par le NCRC, qui est là où je travaille. Donc en fait, tous les adoptés qui veulent rechercher leurs origines ou voir juste leur dossier ou connaître leurs racines, eh ben, ils ont juste besoin de m'envoyer un mail. C'est moi qui traitera leur dossier, qui essaiera de trouver la famille biologique de l'adopté. Voilà. Tout est gratuit, il n'y a rien. Si quelqu'un vous demande de payer pour faire des recherches d'origine, c'est un escroc. Il faut pas. Tout est gratuit, il faut vraiment que tout le monde le sache. Je me suis jamais sentie aussi française depuis que j'habite en Corée. Il y avait une forme de normalité, c'est-à-dire que les gens ne nous regardaient pas. Et tu leur dis, mais moi je suis pas coréenne. C'est bon, mais... Et en plus, tu as toujours le coréen, le bon coréen de base qui dit « Ouais, t'es coréen et tu parles pas coréen ?» Pour eux, c'est quelque chose de honteux d'avoir envoyé des enfants à l'adoption. Et là, en fait, il a commencé à pleurer.